Isabelle Coulon, alors tu es photographe, membre de la Société des explorateurs français. Je suis autrice aussi et réalisatrice de documentaires. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec une femme qui a mené un projet complètement fou, Namoroka, terre de biodiversité. Alors c'est un titre un peu énigmatique, on va y revenir. Elle, c'est Isabelle Coulon, photographe documentariste. Namoroka, c'est un massif au nord-ouest de Madagascar et terre de biodiversité, car elle a mené avec Jean-Michel Corillon une expédition incroyable là-bas, pendant la saison des pluies. Et oui, car à cette période, cela n'avait jamais été fait. Et pourtant, la faune et la flore explosent. Leur but, c'est de rendre compte en images de cette richesse fantastique. Et pour cela, ils ont passé 40 jours sur place. Et tu vas voir que c'est pas une promenade du dimanche. La boue, la pluie, impossible de rentrer en 4x4. Ils ont dû construire des charrettes et faire appel aux zébus pour se déplacer. Ils en ont bien bavé, mais ils ont ramené de belles images. Leur film, Namoroka, terre de biodiversité, sort au festival Lumexplore à La Ciotat en septembre 2026. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine. Tu peux retrouver l'entretien avec Isabelle Coulon dans le numéro de l'été en vente avec sa couve sur l'Isère. Ça veut dire quoi l'exploration pour toi ? L'exploration pour moi, c'est vraiment la curiosité des autres, à préserver également les identités culturelles dans sa diversité d'être au monde. Et toi, il te vient d'où ce goût de l'aventure, cette curiosité, cette envie effectivement d'aller voir ailleurs et de rapporter ce que tu vois ? Alors, je sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais que c'est là depuis longtemps. Et puis, je trouve que c'est d'une richesse folle, en fait. Alors, on vit dans un monde un peu tendu et difficile, mais il y a plein de gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires au quotidien. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'on raconte des histoires de personnes à qui on donne peu souvent la parole. Donner la parole à des gens qui l'ont pas, montrer ce qu'ils font, la façon dont ils survivent parfois, parce que, par exemple, on a fait un film au Malawi sur quelqu'un qui construisait des puits, qui avait une ONG qui apportait l'eau à des populations isolées. De donner la parole à ces personnes qui ont tellement de difficultés. Donc c'est une prison quotidienne parce qu'il faut faire la queue pendant 7 heures pour avoir un seau d'eau. Donc, pendant ce temps-là, on fait rien d'autre. On n'a pas d'eau, donc on peut pas cultiver. L'arrivée à l'eau change leur vie. Namoroka, sanctuaire impénétrable situé au nord-ouest de Madagascar, est une merveille géologique qui garde encore tous ses secrets. Son relief déchiqueté dévoile des images d'une fascinante beauté, où s'étire vers le ciel cette incroyable citadelle de pierre, les Tsing. Tu nous as parlé donc de Jean-Michel Corillon, avec qui tu as tourné aussi là, ce second documentaire à Madagascar. Ça s'appelle Namoroka, terre de biodiversité. Alors c'est quoi l'idée de départ ? Alors, Namoroka, terre de biodiversité, c'est un projet global qu'on a mis en place en créant une association qui s'appelle Tiatani, qui veut dire aimer la terre en malgache. L'idée, c'était donc une mission d'exploration qui n'a jamais été faite dans les Tsingy de Namoroka. En 2016, on a fait un film pour Arte. On a suivi une équipe du Muséum d'histoire naturelle de Paris et d'autres chercheurs internationaux et ils sont partis en saison sèche. Il y a eu une frustration des scientifiques qui nous ont dit ça doit être tellement riche en saison des pluies. Parce qu'en saison des pluies, il y a une explosion de la biodiversité. Il y a des fleurs, il y a des insectes, il y a des papillons, il y a tout un tas de bestioles. Et donc, ça nous est resté dans un petit coin de la tête. Et nous, on avait vraiment envie d'y aller, sauf que c'est très difficile d'accès. Il y a 50 ans, peu d'experts alertaient l'opinion sur les dérives de l'activité humaine, les dérégulations du climat et leurs conséquences sur l'environnement. Aujourd'hui, des scientifiques du monde entier se mobilisent avant qu'il ne soit trop tard. Le chemin est long jusqu'à Namoroka. Est-ce que tu peux nous détailler ça ? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes arrivés de Paris à Tana, la capitale, puis nous nous sommes rendus à Majinga, qui se trouve à peu près au centre-ouest de Madagascar, sur la côte ouest. De Majinga, on a pris un boutre jusqu'à le village de pêcheurs de Soalal. On a passé une journée et une nuit dans le Boutre. Je crois qu'on a fait autour de 150 km en bateau.
Nous avons retrouvé les charrettes. Et là, nous avons fait plus de 250 km en charrette pour faire le tour du massif. Parce que en saison des pluies, c'est pas accessible du tout en voiture. Donc on a monté une équipe de 29 personnes. On a fait fabriquer 16 charrettes qu'on a données ensuite à un village. On s'est entouré de gens du parc, de pisteurs, conducteurs de charrettes, voilà, toute une équipe technique et logistique pour pouvoir vivre en autonomie pendant un mois et tenter de faire le tour de ce massif en trouvant des percées pour rentrer, parce que c'est assez compliqué de rentrer. Les Tsing, c'est des montagnes karstiques qui ont été érodées par la pluie et qui se comportent comme une éponge. Donc ça se remplit d'eau en saison des pluies et donc il y a des lacs qui se créent avec des crocodiles par exemple qui se cachent dans les grottes en saison sèche. On a vu des crocodiles assez grands d'ailleurs. Hein. Il y a toute une faune et une flore qu'on ne voit pas en saison sèche. C'est un massif très très découpé, coupant. Quand on voit les photos, c'est comme un labyrinthe en fait. Oui. Ouais. C'est un labyrinthe. Je crois que Tsing, ça veut dire coupant en malgache. Oui, c'est très acéré. Il y a des grottes, il y a une végétation très dense, beaucoup d'insectes. On a vu beaucoup de papillons. Voilà. Donc, on avait cette idée d'ouvrir une voie aux scientifiques. De se dire, voilà, on essaye de faire le tour du massif, de regarder les endroits dans lesquels on peut rentrer, pénétrer dans le massif, parce que plus on rentre à l'intérieur, plus c'est inexploré. Donc on a fait 6 haltes et on a monté 4 camps. Et on a réussi à faire le tour du massif, ce qui n'était pas une certitude non plus. Et tout ça au rythme des zébus, qui est l'animal emblématique de Madagascar. Pour eux, c'est leur moyen de locomotion et c'est toute leur vie pour les Malgaches, les zébus. C'est une monnaie d'échange, c'est la banque, c'est les animaux de travail. Alors j'ai une petite anecdote du décalage que parfois on peut avoir parce qu'on avait tout notre enthousiasme à monter cette expédition, à partir en charrette. Mais pendant la saison des pluies, la charrette avec le zébu, c'était plus approprié. La 4x4 n'aurait pas fait l'affaire. Ah non, pas du tout. Non, il n'y a plus de piste. Non, c'est impraticable. Et même en charrette, c'est sportif. On voit des images où vraiment ça tangue, ça roule, et les roues se cassent, ça bascule, il faut nager. Alors vraiment, c'était très 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 dur. Oui, c'était compliqué, mais eux connaissent bien le terrain. Ils sont d'ici, c'est leur vie, c'est leur monde. Alors tu as parlé d'un taux d'endémisme effectivement record. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'espèces que tu as eu la chance d'observer par exemple ? Alors, on a découvert une espèce qui est en train d'être découverte, un Cincus. Je dirais que c'est un serpent qui se prend pour un lézard. Donc, il a des pattes qui poussent. Exactement, c'est un petit serpent avec des pattes. Voilà, donc qui pique, qui est dangereux ou... Non, alors il n'y a pas vraiment d'animaux dangereux à Madagascar. On a filmé à nouveau un fossa. C'est un animal endémique qui fait partie de la famille des loutres et qui ressemble un peu à une panthère. On a filmé un très gros crocodile dans un lac temporaire. Donc ça veut dire que les crocodiles se déplacent de plusieurs kilomètres. Ils se mettent dans les grottes en saison sèche. On a répertorié 70 espèces d'animaux. Notre but était de faire un inventaire filmique et photographique. Donc il n'y avait pas de scientifiques avec nous. On n'a absolument pas fait de collecte. En revanche, on a noté ce qu'on a rencontré, photographié, filmé, pris les points GPS. Et dans ce même dispositif, est-ce qu'à un moment on voit dans un extrait où vous avez tendu une énorme bâche blanche et là on voit des milliers d'insectes qui viennent se cogner, c'est pourquoi ça ? Oui, c'était donc installé par Marc et Malou, c'est des pièges lumineux, c'est un éclairage spécial et avec la pluie et l'humidité, donc les animaux sortent, sont attirés par la lumière la nuit et du coup on peut faire un inventaire des papillons, des insectes. C'est à ce moment-là que tu prends des photos. Oui, exactement. Et puis, ça permet aussi de partager avec les équipes malgaches qui étaient absolument passionnées par le piège lumineux. Est-ce qu'il y a des bêtes ou des bestioles qui ont quand même réussi à te faire peur pendant ce voyage ? Je crois que j'ai plus peur des humains que des bestioles. Mais... on croise des boas, des serpents. L'essentiel, c'est d'être entouré de gens qui ont cette connaissance du terrain. Et il y a des lémuriens à Madagascar, donc c'est très beau. Quand même, vous avez passé 40 jours, c'est ça, de tournage, c'est énorme, avec 29 personnes. Comment on s'organise quand on est aussi nombreux, entre les pluies torrentielles, les tentes à installer aussi, les changements de lieu, qui c'est qui gérait tout ça et comment ça se déroule ? Alors, tout a été
programmé en amont, avec Marc et Malou qui sont sur place à Madagascar. On avait 16 charrettes. Combien de zébus? 32. 2 zébus par charrette. Et puis, on vit au rythme des zébus parce que les chaleurs sont extrêmes, évidemment, en saison des pluies. On faisait des trajets très très tôt le matin. Voilà, on devait s'arrêter pour que les animaux boivent, se reposent. Enfin, on vivait à l'heure des animaux. T'as des anecdotes avec les zébus? Alors peut-être bien que c'est l'animal qui me faisait le plus peur. Alors c'est des animaux caractériels. Je sais pas s'ils sont vraiment apprivoisés. Il faut le rester un peu loin. C'est pas des petites bêtes que tu vas cajoler? Non, on leur fait pas de câlins et on laisse ceux qui les connaissent bien s'en occuper. Parce que 40 jours, c'est quand même long, on va dire. Est-ce qu'il y a quand même eu pour toi des moments très difficiles? C'est long et c'est court. Oui, il y a des moments difficiles, des moments où on se fait mal. Je me suis tordu la cheville, donc ça n'a pas été toujours simple, mais... Voilà, c'est des moments de partage assez uniques et de découverte et d'une immense liberté de vivre sans voir un panneau publicitaire pendant 40 jours, sans voir une route, un magasin, un lampadaire. C'est des moments qui procurent des sensations de liberté extrêmement fortes, mais à la fois, c'est des moments où on est en hyper-vigilance pour que tout se passe bien. Mais il y a des moments, par exemple... On a aidé 2 écoles, dont une école à Villanandro, et Malou s'est chargée de préparer tout ce qu'on a apporté à l'école. On a apporté 300 livres, tous les livres pour que les enfants puissent passer le brevet des collèges, l'équivalent. On a fait fabriquer des bureaux par le menuisier du village, donc les enfants n'étaient plus par terre, mais sur des tabourets, des bureaux. On a apporté des petites chaises, des petites tables, des coloriages pour l'école maternelle. Voilà, on a apporté du matériel directement au service de l'école et des enfants. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans ce parc. Aux abords du parc, il y a quelques villages, dont un qui s'appelle Villanandro. La plupart des charretiers, des personnes qui étaient avec nous venaient de ce village. C'est une joie immense et c'est extrêmement bouleversant. Tu as parlé des moments forts quand vous avez apporté du matériel et tout dans ce village. Pendant cette expédition, ce serait quoi ton souvenir le plus fort, l'image qui arrive quand tu repenses à ce temps? Quelque chose me vient, c'est cette histoire. On avait presque fini l'expédition et on devait traverser une source. Et il s'est avéré que quand on est arrivé avec les grosses pluies qu'il y avait eu les jours précédents, c'était devenu une énorme rivière. Voilà, donc il a fallu qu'on décharge toutes les charrettes, que tout soit transporté à dos d'homme et que les zébus traversent avec les charrettes à vide. Enfin, ça a été tout un truc. L'aventure, quoi. Là, il n'y a pas de technologie, il n'y a que de l'humain, quoi. Et voilà, on se retrouve confronté à quelque chose qu'on n'attendait pas parce que la pluie change les décors. Mais c'est aussi pour ça que c'est fabuleux. Et avec le matériel, comment vous avez fait faire les photos, la vidéo avec toute cette pluie On avait beaucoup de protection, des caisses étanches. On avait une tente qui servait au matériel pour faire les sauvegardes, pour être installé, pour recharger les appareils, les batteries, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous décrire la plus belle image peut-être que tu as capturée, un Amoroka? En 2016, j'ai pris la photo d'un fous dont je suis extrêmement fière parce que c'est très rare de croiser un fous comme ça dans la nature en pleine journée. La beauté se trouve dans la diversité et dans le foisonnement. On a vu des dizaines d'espèces de papillons, des uranias qui sont des très gros papillons sur des arbres à papillons avec 100 papillons sur un arbre, des lémuriens, nocturnes, diurnes. Quand on marche, on voit beaucoup d'animaux. C'est merveilleux. Faire des images, bien sûr, c'est aller chercher pour la science et pour la découverte et pour partager la beauté du monde. Pour entendre le chant du monde, j'ai envie de dire. In the vicinity of the mountains of Phiri Longway, the human beings don't share the same destiny as that of these animals. Deprived of drinking water, isolated and cut off from the rest of the world, men, women and children struggle to survive. Est-ce qu'il y avait un fil justement entre ton film d'avant où tu étais au Malawi, c'était très centré sur justement cette recherche de l'eau, et là c'était plutôt centré sur la biodiversité? Alors le Malawi faisait partie d'une trilogie que Jean-Michel et moi avons réalisée pour France Télévisions, qui était « Qu'est-ce qui se passe quand la route arrive quelque part ?»
dans des endroits isolés. Donc, au Malawi, on parlait de ces routes construites pour pouvoir apporter l'eau. Aux Zanskar, on parlait de cette première route qui allait relier Padoum, qui était coupée l'hiver. Pour arriver jusqu'ici, aucune route, aucune piste, juste un sentier que chaque homme arpente depuis sa naissance. Nous sommes au sud de la Chine, dans la province du Guangxi. La troisième histoire était l'histoire d'un Chinois qui appartenait à la communauté Yao. Et en fait, il avait décidé un jour de construire une route à la retraite pour désenclaver son village natal parce que les villages meurent. L'expédition à Namoroka, c'était vraiment d'essayer de retourner à la saison des pluies dans cet endroit qu'on avait déjà visité 10 ans plus tôt. Effectivement, peut-être un peu plus axé sur la biodiversité, sur l'environnement et peut-être un peu moins sur des histoires personnelles, humaines. On a rencontré une tribu qui s'appelle les Taotbatu. Ils sont 200. C'est des personnes qui vivaient dans des grottes. Voilà, ils ont été semi-sédentarisés dans une vallée qui s'appelle Signapan et ils repartent de temps en temps dans les grottes. Et nous avons accompagné une famille qui avait décidé d'aller vivre en ville pour tenter leur chance et puis qui ont vécu de déception en déception parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'ils ne connaissent pas la culture philippine, parce que c'est des Taotbatu. Et donc, ils ont décidé de retourner vivre dans les grottes. Donc, on les a accompagnés, on est reparti dans la forêt avec eux. Mais vous avez dû en partir plus rapidement que prévu ou pas ? Oui, parce qu'il y a eu une bombe dans la forêt. Parce que c'est un endroit qui est extrêmement dangereux. Des groupes rebelles qui profitent de la forêt pour se dissimuler. C'était une manière de vous dire que vous n'étiez pas les bienvenus. C'était une manière de nous dire au revoir. Vivre ce genre de choses, c'est assez traumatisant et quand on rentre, il faut faire un petit travail. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était assez difficile à gérer. On a aussi toujours une pensée pour ceux qu'on rencontre et qui, eux, restent vivre là. Merci beaucoup Isabelle Coulon pour cet entretien. Je rappelle la diffusion du film Namoroka, terre de biodiversité au festival Lumexplore en septembre à La Ciotat. Pour rester connecté avec AR, il y a le site ar-mag.fr, Facebook, Insta, TikTok et les kiosques, bien sûr, avec le magazine de l'été, le numéro 75 et sa couve sur l'Isère. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Podmost et laisse-nous un commentaire, une très bonne note, ça fait toujours plaisir. Et nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute, bien évidemment. À bientôt pour d'autres aventures.